Je m'appelle Eva et mes zygomatiques ont été mis à rude épreuve. Une gymnastique faciale intense et réjouissante, surtout en cette période qui ne donne guère matière à sourire. Cet exercice physique fut d'autant plus agréable qu'il m'a également permis de muscler, ou en tout cas de solliciter activement mon cerveau. À l'origine de cette version 2021 de La tête et des jambes, un homme, comédien et réalisateur, Jean-Pascal Zadi. Sa longue silhouette se promène sur nos écrans depuis plusieurs années, et encore plus depuis quelques mois, incarnant à chaque fois des personnages un peu losers. Il fut tour à tour JP, acteur raté, bien décidé à organiser une marche de contestation des Noirs en France, dans le film, son film, tout simplement noir, puis Ernesto, un type de la cité qui vient de perdre 100 000 € appartenant à un caïd dans la série Craignos. Ça, c'était en 2020. En 2021, Jean-Pascal Zadi peut déjà se targuer d'avoir remporté un César, celui du meilleur espoir masculin, et d'être le showrunner de la 2e saison de sa série désormais intitulée Carrément Craignos. Mais d'ailleurs, est-il réellement showrunner ? Les séries sont-elles un objet culturel ou politique pour lui ? Pourquoi Jean-Pascal Zadi aime les losers ? Est-il aussi grand qu'à l'écran ? Est-il aussi sympa qu'à l'écran ? Réponse, je l'espère, avec Jean-Pascal Zadi. Bonjour Jean-Pascal Zadi. Bonjour Eva. Comment ça va ? Franchement, oui, ça va. Ça va bien. Oui. Merci infiniment d'avoir accepté cet exercice du grand entretien pour Seriland. Alors, je dois vous faire un aveu pour débuter. C'est que j'ai pensé que vous alliez annuler. Je me suis dit, il a un César en poche, le type va devenir intouchable, la grosse tête, il va choisir ses interviews. Et comme je ne suis pas Jimmy Fallon, ni même sa femme, je me suis dit, non, c'est foutu. Mais non, vous êtes là, vous êtes devant moi. Bah, bien sûr. Je suis impressionnée. Et vous êtes aussi sur nos écrans grâce à la saison 2 de votre série, dont la première saison, toujours disponible sur France.tv, s'appelle Craignos. La deuxième s'appelle Carrément Craignos. Oui. Craignos 2, ça vous plaisait pas ? Non, Craignos 2, c'est un peu attendu. J'aime bien, comme vous avez constaté, passer par les endroits où on m'attend pas. Donc, Carrément Craignos. Oui, Carrément Craignos. Histoire de bien comprendre comment se sont déroulées les 2 dernières années de votre vie, Jean-Pascal Zadi. Oui. Est-ce que vous avez tourné Craignos, donc saison 1, avant Tout simplement Noir ? Ou c'était le contraire ? Non, j'ai tourné avant Tout simplement Noir, la première partie Craignos. Ouais. J'ai tourné en 2016 ou 2015, je sais plus. Donc il y a eu 5 années de folie. Il y a eu 5 années où déjà on n'arrivait pas à la placer, on n'arrivait pas à la mettre dans des chaînes de télé. On a décidé de la mettre sur la chaîne YouTube de Move. D'accord, ça a commencé comme ça. Exactement. Et sur la chaîne YouTube de Move, ça a tout pété. Et donc après, on a été approché par France.tv juste avant la sortie de Tout simplement Noir. Voilà, et ça vous a permis aussi d'être estampillé France.tv, ça vous a permis aussi de faire la saison 2, j'imagine. Exactement, voilà. Comme ils avaient partagé la saison 1, ils nous ont proposé de coproduire avec nous la saison 2. Donc 50 folies pour vous, j'imagine. Ouais. Craignos, c'est l'histoire d'Ernesto que vous incarnez. Il vit dans la cité des Espérances. Alors, il avait une mission, garder un sac qui contenait 100 000 € et qui appartenait à un malfrat qui s'apprête, lui, à sortir de prison. Sauf que, alors, votre ex-femme débarque pour une énième dispute, vous agresse avec un taser, vous êtes un peu sonné, capoute, et vous gisez devant la porte de votre copine. Ernesto, c'est toi ? Ça fait 2 heures que t'es pas... Mon bébé, mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je me suis fait agresser. Mais par qui ? À ton avis ? J'allais quand même pas dire à ma nana que je venais de me faire agresser par mon ex, non ? J'ai improvisé. Des Noirs, des Arabes, toujours les mêmes. Ce quartier devient invivable. Je te le dis, invivable. Oh mon bébé. Et tu sais quoi, ça tombe bien que t'en parles. Parce que j'ai regardé un meeting de Marine Le Pen hier soir sur Internet et franchement... Le sac. Pas que des... De quoi ? Le sac. Mais quel sac ? Le sac, moi je te dis le sac. Mais quel sac ? Mais quel sac ? Putain de merde. Putain, il est où le sac ? Eh oui, vous l'avez perdu, ce sac avec les 100 000 €. Exactement. Et ce qu'on vient de décrire, cette séquence-là, elle tient en 5 minutes et 44 secondes. Autant dire qu'il y a du rythme. Et si je vous dis ça, c'est que le rythme, qui m'a d'ailleurs par ailleurs impressionné aussi dans Tout simplement Noir, c'est quoi ? C'est une exigence de la comédie ? Vous pouvez pas faire sans. Bah non, le rythme, ça fait partie de la comédie, c'est-à-dire que la comédie, c'est comme une partition de musique. Il faut que le rire vienne au bon moment, il faut que la réflexion vienne au bon moment, il faut que tout est en fait millimétré, et si ça vient un petit peu après, c'est mort. La même phrase, c'est mort. Donc c'est millimétré, quoi. Et donc la série comme le film, vous l'avez travaillé
Bah oui, d'abord au rythme. sur ce rythme-là. Exactement. Bah, il faut savoir que je suis un ancien rappeur raté. Donc le rythme et tout, je connais, en Mais- fait. Sauf si vous êtes raté, non. Mais Si je pense que je suis un rappeur raté, je l'assume, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, le fait d'avoir rappé, d'avoir essayé de faire des choses et tout, ça m'a donné un espèce de rythme et une culture aussi de la punchline. Et donc, du coup, ça se voit dans ce que je fais. alors, vous dites rappeur raté. Dans Craignos, vous êtes un peu loser aussi, on Ouais, peut quand le même dire. beaucoup, un oui, peu oui. beaucoup Oui, loser. oui. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces personnages de loser? Ben non, mais ce qui m'intéresse justement, c'est l'humanité, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est finalement le fait que la loose, c'est international. Tu regardes en Chine, tu regardes en Afrique, tu regardes aux États-Unis, n'importe où, en fait, tout le monde connaît la loose. Donc, du coup, c'est un point commun qu'on a tous au fond de nous. Parce que moi, je pars du point de départ que nous avons tous au fond de nous un petit loser ou une C'est petite vrai. loseuse. Et donc, du coup, quand tu regardes ça, bah, tu te reconnais, quoi. Et c'est ce qui donne un peu, oui, d'émotion et Exactement, d'humanité, comme vous le dites, au personnage. Ouais. Bon, il n'empêche que Ernesto, il va devoir trouver les 100 000 euros assez rapidement, hein, parce qu'il a un peu peur pour sa vie. Et Ouais. donc, à chaque épisode de Craignos, donc la saison 1, c'était une nouvelle fausse bonne idée qui germait dans votre tête, enfin Oui. dans votre tête, dans celle du personnage. Oui. Moi, j'ai une préférence pour la fois où vous vous êtes fait passer pour un joueur de foot brésilien Ah, pour oui. essayer voilà, d'empocher Oui. l'argent du contrat. Oui. Cette série, elle est née un soir d'apéro ou vous la portiez depuis très longtemps en vous? Non, c'est né en fait de discussions avec des potes. C'est né d'une discussion avec Mohamed Issola, qui est un ami qui a coproduit la saison 1 avec moi. Et en fait, au départ, j'avais juste un épisode pilote, et puis je savais pas quoi faire avec. Et un jour, il est venu chez moi, je sais pas, on galérait, j'en sais rien. Et il m'a dit, vas-y, viens, on fait toute une saison, machin et tout. Et puis de ping-pong comme ça, voilà, la saison, elle est née comme ça. C'est né d'une discussion avec un pote. Mais ça paraît presque facile quand vous le racontez comme ça. Bah, parce que en fait, les gens ils se mettent beaucoup de trucs dans la tête, beaucoup de barrières, mais en fait, je pense que dans la vie, il faut juste faire, quoi. Et puis, peu importe si c'est nul, mais au moins, tu l'auras fait. Alors, je parle de Craignos un peu avec légèreté là, Oui. depuis le début de la conversation, mais sauf que je trouve que la série a une immense qualité, mais comme votre film d'ailleurs, c'est de parler de la société. Alors, en l'occurrence, pour Craignos, c'est celle des banlieues. Ouais. C'était votre intention dès le départ d'avoir un discours aussi social Oui, en avec fait- la série? En fait, pour moi, Craignos, c'est une histoire qui aurait pu se passer dans n'importe quelle Mhm. partie de la France, en fait. C'est important pour moi d'essayer d'être trivial. C'est-à-dire de faire rire, mais de parler de trivialité, de parler de choses de tous les jours. C'est pour ça que mes personnages, il y en a qui doivent aller à la CAF, il y en a qui travaillent, il y en a qui vivent chez leur mère. En fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est la trivialité, c'est la vie de tous les jours. Vous connaissez bien la Cité des Espérances où Oui. vous avez tourné parce que vous Ouais. avez vécu Oui, j'ai là-bas vécu à Hermont, ouais. Et d'ailleurs, c'était une période incroyable. J'ai pas mal d'anecdotes. Ouais. quand vous étiez enfant, que vous viviez Non, là-bas pas ou quand j'étais enfant. Non, moi j'ai plus grandi grand en Normandie, mais du coup, vers 20 ans, je suis revenu en région parisienne. Et à Hermont, bah, je sais à quel âge j'habitais là-bas. À 25 ans, je me rappelle très bien, parce que c'était à l'époque des émeutes de banlieue. Des émeutes De en 2005. 2005. Oui. Et donc, moi, à cette époque-là, j'avais un caméscope. Et je tournais à cette époque-là un documentaire sur le rap, un truc un peu foireux, bon bref. Je tournais un documentaire sur le rap. Et un soir, je rentre chez moi au mois de novembre. Et j'étais totalement déconnecté. Je rentre, je vois des voitures en feu, je vois des policiers partout. Les policiers qui disaient « Qu'est-ce que vous foutez là ?» Je dis « Mais je sais pas, je rentre chez moi. » Et donc, ils m'ont fait un passage et tout. Mais je suis rentré un soir, vraiment, c'était la guerre mondiale dans le quartier. Et 6 mois après, il y avait la finale de la Coupe du Monde, où Zidane a mis un coup de tête. Et je m'en contre l'Italie. contre l'Italie. Et je me rappelle que les mêmes gars que je voyais en train de jeter des cailloux, foutre le bordel et tout, ils passaient dans la rue comme des hystériques avec des drapeaux de la France. Et donc, l'image m'avait marqué parce que je me disais, mais en fait, tout ce qu'ils veulent, en fait, les gens, c'est ça, en fait. Ils veulent juste faire partie du truc, ils veulent juste montrer que, tu vois. Et je me rappelle que ces deux images-là m'avaient marqué à l'époque. Alors, vous êtes retourné à la Cité des Espérances pour tourner Craignos. Ouais, Est-ce ouais. que vous avez tourné avec les gens du quartier? Comment ça s'est passé? En fait, j'habitais déjà pas aux Espérances, j'habitais au Chênes, qui est une cité à côté des Espérances. Ouais. Et oui, on a mis des gens d'Hermont, mais bon, moi, quand j'habitais là-bas, j'étais un peu en mode autiste, quoi. J'avais ma caméra, je tournais des trucs, je parlais pas trop avec les gens. J'habitais avec mon frère et des cousins et plein de gens, donc j'avais juste un ami qui s'appelle Son, mon gars sûr, Bao Son. Et donc oui, lui, il est venu, il a participé un peu au truc, ouais.
Quel regard ils portent sur votre parcours aujourd'hui ? Ah bah mes amis, ils sont fiers, ils sont contents parce que voilà, moi j'ai toujours été un peu monomaniaque, j'ai toujours en fait j'ai toujours voulu choisir la vie que je voulais avoir. C'est difficile à expliquer, mais voilà. Non, c'est bien voilà, même, ouais. c'est plutôt sympa de Bah pouvoir voilà, le j'ai faire. toujours voulu choisir en fait parce que j'avais l'impression que les gens autour de moi ils subissaient un peu la vie et moi je me disais non, moi je veux choisir. Ça a mis du temps mais j'ai choisi. Alors, vous avez choisi de faire la saison 2, Oui. donc carrément craignos. Vous n'avez toujours pas les 100 000 €, hein, donc il va bien falloir que vous Non. les trouviez quelque part. Ouais. Et en plus, on vous retrouve, alors votre vie, elle part un peu à volo parce que la copine vous a quitté. Votre pote Tito, il déprime un peu, il accepte d'ailleurs de tester un médicament. Oui. On va pas spoiler, mais ça va pas hyper bien se passer, on Ouais, imagine bien. Oui, ça va bien se passer. Et puis, il y a votre autre ami, Samir. Alors lui, Mhm. il a fait un choix de carrière professionnelle qui semble inconcevable pour vous. Oui. Il s'apprête à devenir flic. Écoute-moi bien, toi. À partir de maintenant, tu m'oublies. Je peux te mêler à tes histoires. Attends, tu crois que c'est de ma faute? Mais je m'en fous. Joe, j'ai rien à voir avec lui. Vos histoires d'argent, ça me concerne pas. Ok, j'ai compris. Vu le choix de carrière professionnelle, c'est pour ça. Ok, Mais ouais. t'es jaloux, parce que j'aurai la sécurité d'emploi et pas toi. T'es qu'un putain d'égoïste, Ernesto. Attends, gagner 1500 € à se faire insulter, tu crois que c'est mon rêve? Réveille-toi, frère. Hein, les keufs, c'est des anciennes victimes, hein, oublie pas. Hein. Ah ouais, d'accord. T'aurais bien été content qu'ils soient là dans la forêt, là, tout à l'heure, là. Écoute, t'es mon frère, donc si tu pars en couille, c'est normal que je te dise non. Mais C'est je pars mon pas devoir. en couille. Je vais bosser, gagner ma vie. Tu comprends ça? Ok, alors si je deviens huissier, tu vas dire quoi? Si je deviens huissier de justice, qu'est-ce que tu vas dire? L'huissier de justice, c'est pas pareil. C'est pas pareil. L'huissier, c'est pas pareil. L'huissier, il est du côté des puissants. L'huissier, il défend un système de gens au pouvoir. Alors que le policier, c'est pas pareil, putain. Le policier, c'est pas pareil. Je ris encore d'entendre ces passages. Quelle est la part d'improvisation dans toutes ces séquences ? Ah là, c'était pas improvisé du tout. C'est très très écrit Ah à oui, chaque fois. Là, c'était très 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 écrit. Il y avait la thématique de ce truc-là, et puis c'était très très rodé, quoi. Après, c'est plus au montage où on coupe, parce que la série a la particularité d'être tournée que en plan séquence. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun découpage. Alors, je sais pas ce qui m'a pris. Vous avez mis la complexité, Oui, quoi. à ce moment-là, j'avais envie de ça. Donc, au montage, c'était où on coupe, où on commence pour pas que ce soit trop long. Alors, on vient d'entendre dans ce passage, au fond, comme dans votre film d'ailleurs, on a l'impression qu'il y a toujours un message à faire passer. C'est-à-dire que le rire ne peut pas et ne doit pas être gratuit. Est-ce que je me trompe ? Non, il peut être gratuit. J'aime bien aussi les trucs gratuits, mais ça me plaît plus lorsque il y a un fond de réflexion et un fond de discussion autour du rire. Parce que si c'est... J'aime bien le fait que voilà, rire, ce soit aussi quelque chose qui va nous permettre après de réfléchir. Alors, ça veut dire que pour vous, le film comme la série, ça devient aussi un objet, alors culturel, on est tous d'accord pour dire ça, mais est-ce que c'est aussi pour vous un objet politique ? Moi, je dirais pas politique, je dirais un objet social, un objet... c'est un cadeau que je fais à la société pour qu'on puisse discuter entre nous de thèmes voilà, spécifiques. Voilà, c'est juste quelque chose qui pose des questions, quoi. Alors, je vais peut-être le dire un peu vulgairement, parce que vous parlez de thèmes là, depuis tout à l'heure. Est-ce que vous vous êtes fait, je parle de Craignos en l'occurrence, est-ce que vous vous êtes fait une liste des sujets qui vous énervent, où vous avez quelque chose à dire, et puis vous vous dites, voilà, il y aura une séquence par sujet, par thème, ou c'est bien plus compliqué que ça ? Non, c'est plus compliqué que ça, mais c'est vrai qu'il y a un peu de ça aussi. C'est que je mets ma fiction en place, je dis, ouais, là, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Et après, je me dis, ah, ce serait bien qu'on parle quand même de ça. Et après, et vous le rajoutez à ce moment-là. Et après, je rajoute, ah, il manque ça. Ah, j'aime bien l'église avec tous les noirs et tout, ça, c'est pas mal, ça. Et tout. Ah, il faut qu'on parle de ça, voilà. Donc, j'ai ma trame et après, je mets des petits trucs. Alors, on a compris, vous êtes à l'origine de l'écriture, à la réalisation, à l'interprétation. On appelle ça quasiment un showrunner aux États-Unis. Est-ce que vous revendiquez ce terme de showrunner ou ça vous paraît complètement ça me paraît totalement désuet, showrunner, tout ça. Et puis, je suis pas trop pour les anglicismes dans la langue française. Très bien. Je suis vraiment un vrai plouc, un vrai gars de la France, un vrai mec du bar. Et j'aime bien, si on dit, je suis le fil conducteur de la série, voilà. Ah, c'est pas mal, fil conducteur. Voilà, je suis le fil conducteur. Un grand fil conducteur. Un grand fil conducteur. Parce que vous êtes aussi grand que quand on vous voit à l'écran. Ah ouais ? Dans la vraie vie. Ah, je sais pas, peut-être, j'en sais rien. Non, mais vous mesurez combien, Je suis Jean-Pascal Zadi ? 1m93, je suis né dans le 93. Ah oui, c'est vrai. Punch, ouais. C'est vrai, c'est votre punchline, ça. Alors, j'ai quand même besoin d'une précision avant d'écouter le prochain extrait. À quel moment vous écrivez et vous tournez cette saison 2 ?
La saison 2, on l'a écrite, je l'ai écrite entre 2019 et 2020, et on la tourne à partir de juillet 2020, c'est-à-dire que quand le film Tout simplement noir il sort, 10 jours après, je suis en train de tourner carrément Craignos. Alors, il va falloir que vous m'expliquiez, parce que dans l'extrait qui suit, vous acceptez de participer à une émission de télé en espérant gagner un peu d'argent, parce que vous pensez qu'on gagne de l'argent en participant à des émissions de télé ou des podcasts, je vous le dis tout de suite, c'est non. L'animateur du débat est incarné par Sébastien Toen, le comédien et humoriste qui, dans la vraie vie, s'est fait virer du groupe Canal+. Ça, c'est incroyable. Voilà, après un sketch sur Pascal Praud, journaliste de CNews, et il joue qui ? Il joue un Pascal Praud, quoi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Y'a pas débat, l'émission qui vous ressemble et qui vous rassemble. Aujourd'hui, pour m'accompagner dans cette émission, un invité qui a préféré garder l'anonymat. Bon voilà, c'est comme ça, on va l'appeler Monsieur X. Ça vous va, Monsieur X? Bonjour. Ouais. Alors, Monsieur X, vous êtes ici parce que vous êtes travailleur du tissu associatif en banlieue. Voilà. Pour ne pas dire que vous êtes au chômage. Non, ça, je rigole un peu. Non, on peut rigoler. Le sujet est suffisamment sérieux pour qu'on mette un peu de légèreté quand même. Donc, le sujet du jour est le suivant. Dans le monde d'après, devra-t-on toujours investir dans les banlieues? C'est vrai que alors ça a moi, été je pense que non, à cause des femmes voilées. Waouh. Enfin, c'est peut-être un petit peu tôt comme intervention. Non, on va pas tergiverser. Non, mais ça, je suis d'accord. Il faut pas. Après la crise sanitaire, notre pays est rentré dans une grave crise identitaire Ça, c'est à vrai. cause d'elle. Non, mais là, je suis atterré par vos propos, Guillaume. Faites regarder Nous votre sommes là pour posture ça. à chaque fois naïf, choqué, facilement, Non, mais c'est pas une question indignation de naïveté, permanente. ben ça oui, va. mais j'ai le droit d'être choqué par ces propos parce qu'ils sont d'une violence inouïe et en particulier pour nos compatriotes musulmans qui nous regardent. Et ils font la part des Il y a choses que comme la nous. vérité qui ils blesse. font Ah oui, attention. sauf que le problème, c'est qu'au final, ce sont toujours les mêmes qu'on attaque. ben, y a pas de fumée sans feu. Mais ce sont toujours les mêmes qui prennent aussi. Ben Vous oui, avez mais- les mêmes qui font les conneries aussi. Excusez-moi, je dis ça, je dis rien, c'est comme ça. Vous êtes un voyant, Jean-Pascal Zadi, Non. en fait, où vous avez provoqué des situations conflictuelles pas au sein du du tout. groupe Canal. Non, je tiens à remettre les choses en place. Cette scène-là, c'est pas une parodie de Pascal Praud, c'est une parodie du système médiatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que notre époque a vu naître des émissions, il y en a plein, dans lesquelles, en fait, on est là pour attiser des violences, stigmatiser les gens et tout. Et donc, c'est tout ce système-là que j'ai voulu mettre dans la série. Après, il se trouve que Sébastien Toen a fait un sketch qui lui a causé des problèmes à Canal+. Mais moi, je dis tout de suite, c'est pas spécifiquement Pascal Praud qui était visé là-dedans. C'est plusieurs personnes, c'est tout un système qui consiste, en ce moment, on a l'impression, plus on dit des conneries, plus on a de l'audimat. Et donc, les gens, ils arrivent et c'est conneries sur conneries tous les jours. Et nous, bon, moi, je regarde pas personnellement. Mais je veux dire, ceux qui regardent ça, voilà, ils sont abreuvés. Et le problème, c'est que on a l'impression que ça influe après sur la politique et sur les décisions. Les gens, après, j'espère pas, mais j'ai l'impression que ça influe sur la réflexion des gens, quoi. Oui, mais ce qui est fou, c'est que même sans que vous regardiez ces émissions-là, vous savez à quoi ça ressemble, parce que forcément, autour de vous, on vous en parle. Il n'y a que ça qui peut expliquer cela. Mais on peut, aujourd'hui, je sais pas, il y a, même sur Internet, quand tu es sur Facebook ou Insta, tu vois que des extraits de trucs comme ça où les gens disent des trucs de malades. Mais au calme et il se passe rien et ils sont là tranquilles et personne ne dit rien. Donc ça, c'était une petite manière, voilà, de montrer que moi, ça m'énervait et que ça me faisait rire. Je me suis demandé s'il y avait une différence entre les deux saisons dans votre façon de travailler, d'appréhender la narration, le jeu, la réalisation. Je sais pas, est-ce qu'il y a une sorte de, j'allais dire maturité, c'est peut-être un peu fort, mais est-ce que vous avez gagné en maîtrise, en confiance entre les deux saisons? Non, pas du tout. J'ai toujours pas confiance en moi. C'est vrai? Bah oui, j'ai toujours dans le doute. Je suis toujours en train d'essayer de trouver ce qui sera le plus pertinent, ce qui sera le plus drôle. Mais je pense que ce doute-là, il sera là toute ma vie. Il n'y a pas un moment où je fais un truc et je me dis « Oh putain, ça c'est excellent, ça c'est incroyable ». Mais alors, c'est incroyable ce que vous me dites, parce que quand on est dans le doute comme ça, généralement, on essaye de pas avoir tous les postes en main. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, C'est qu'on essaye de déléguer un peu en se disant... Et non, vous avez... Non, mais là, c'est parce que j'ai pas le choix. C'est-à-dire que si j'ai un propos à tenir, je sais comment faut l'écrire. Ouais. Et après, le problème, c'est que quand tu l'écris et que tu dois le transmettre à l'écran, si je le confie à un réalisateur, souvent le réalisateur il s'approprie tes écrits pour faire ses propres blagues. Mais moi, j'ai pas envie que quelqu'un s'approprie mes propres blagues. Mais pour Tout simplement Noir, vous avez accepté un co-réalisateur. Oui, alors oui, là c'est différent parce que pour Tout simplement Noir, c'était mon premier film au cinéma. Il y avait énormément d'invités et donc et puis le co-réalisateur de Tout simplement Noir avec moi, c'est pas un co-réalisateur, c'est mon double. Ouais. C'est moi, et tu vois, donc lui et moi, c'est pareil. Donc quand il regarde une image, il sait ce qui est drôle, il sait ce qui est pas drôle.
mon co-réalisateur, si c'est pas lui, ça aurait été personne d'autre. C'était vous et c'était que vous, quoi. C'était que nous deux ou personne d'autre. Alors, j'ai bien compris que vous n'aviez pas confiance en vous, mais j'imagine qu'il faut quand même croire en soi pour porter à bout de bras un tel projet. Alors d'ailleurs, en parlant de croyance, vous le disiez il y a quelques instants, nouvel extrait de Carrément Craignos. Dans l'église que j'ai vue, franchement, c'était n'importe quoi. Déjà, je voudrais dire que pour moi, je parle pour moi, des Noirs dans une église, j'ai toujours trouvé ça chelou. Tous ces Africains qui se prosternent devant un Jésus blanc, ils nous ont bien lavé le cerveau, ils sont forts, très forts. Vous avez décidé d'énerver tout le monde, en fait. Vous avez dit, tiens, la religion, faut que j'y aille aussi, quoi. Oui, non, mais c'est parce que, voilà, c'est des thèmes qui me font... Ma mère, en plus, quand j'ai fait ça, je me suis dit, ma mère, qu'est-ce qu'elle va me dire? Parce que ma mère, elle est vraiment à l'église tous les dimanches. Comme le personnage qu'on voit dans la série. Exactement. Ouais. Et donc, oui, c'est un milieu que je connais, que je côtoie. Mes sœurs, elles sont dedans. Ma mère, elle est dedans. Et j'avais envie d'en parler, quoi. Parce que c'est des scènes incroyables à chaque fois que je vais là-bas, que je vois. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une chaleur incroyable et tout, mais en même temps, il y a des trucs, je sais pas, qui me font réfléchir. Alors, autour de vous, il y a toute une petite bande, une troupe quasiment de théâtre que vous avez formée, des acteurs qu'on retrouve dans la saison 1, dans la saison 2. Enfin, la saison 2, elle est quand même marquée par l'arrivée de guests. Alors, je vais en citer que quelques-unes, mais Rossi de Palma, que j'aime tellement, Éric Judor, Fadili Camara, Amel Chabi, mais il y a aussi... Patrick Puydeba, Nicolas de Hélène et les garçons. Alors Jean-Pascal Zadi, c'est le moment de vérité. Vous étiez amoureux d'Hélène? Pas Hélène, Lali. De Nicolas. Lali. Ah, de Lali, la brune. J'étais amoureux de Lali et c'est un programme que j'ai regardé, mais quand j'étais enfant, mais de manière de ouf, j'ai pas d'autre expression. Et donc, quand j'ai eu l'opportunité de travailler avec Nicolas, avec Patrick Puydeba, avec Nicolas, avec Patrick Puydeba, j'ai dit, mais bien sûr que j'y vais. Parce que j'ai l'impression que aussi en France, il y a un espèce de tabou où on veut pas mélanger les genres. Ah oui, eux, ils font ça, donc nous, ça nous plaît pas, on va pas. Là. Pas du tout. C'est une série que j'ai adorée. C'est un type qui est incroyable, que j'ai rencontré, qui a vraiment beaucoup de fêlure. C'est un vrai artiste et tout, et c'est un vrai acteur, et je trouve qu'il est super, et je suis fier qu'il soit dans la série. Et en plus, vous le mettez à contre-emploi, comme on dit un peu facilement, mais voilà, il a le rôle d'un méchant, on peut pas dire plus que ça. Et il est assez formidable, avec un regard, un regard inquiétant en tout cas, voilà. Comment vous êtes sur un tournage, Jean-Pascal Zadi, avec toute cette bande autour de vous? C'est plutôt bonne humeur et concentration, ou gueulante et désorganisation totale? Non, moi je suis pas sérieux sur un plateau. C'est vrai? Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est rigoler. Tout ce qui m'intéresse, c'est rigoler avec mes gars, parce qu'on apprécie la chance d'être ensemble et tout. Non, moi, je suis vraiment une bouse sur un plateau, vraiment. Une bouse. Non, je suis là pour rigoler, quoi. Alors, je donne des instructions et tout, mais j'oublie pas le principal, que en fait, c'est un jeu. C'est un jeu. Voilà, et qu'on est là, on a de la chance, on est des chanceux, machin. C'est souvent les premiers assistants qui font le truc, mais JP, mais sérieux, mais arrête tes conneries. Non, mais moi, franchement, moi, je suis pas recommandable sur un plateau. Vous êtes comme sur nos écrans, c'est formidable de vous avoir. J'aimerais qu'on écoute un dernier extrait de Carrément Craignos, une scène où il est question d'éducation. Vous êtes dans la voiture avec l'homme à qui vous devez 100 000 euros. Derrière, il y a Tupac, c'est votre fils. Un grand gaillard, très beau d'ailleurs. Il a 18 ans, mais vous devez l'accompagner à un match de basket. Je comprends pas, moi. À 18 ans, je faisais Amsterdam, Malaga tout seul. Et tu me dis qu'à son âge, je peux pas se débrouiller. Il faut que tu arrêtes de l'infantiliser un peu. On l'infantilise pas. C'est juste qu'un divorce est déstabilisant, tu vois. Et puis c'est un enfant qui avait des difficultés à l'école, donc voilà, faut faire doucement avec lui. Ouais, en gros, c'est pas une flèche. Non, c'est pas ce que je te dis. Je te dis juste que le système éducatif français, il est merdique. Les notes sont pas adaptées pour tous les enfants de la République, et ça c'est clair. Poto, c'est toi qui me dis qu'il est pas rapide. Oui, c'est vrai que sous certains aspects, il me fait penser à sa daronne. Il percute pas rapide. Je suis juste là derrière. Oh, tais-toi, toi. Alors, plus sérieusement, Jean-Pascal Zadi, j'adore ce passage, parce qu'il est question quand même d'éducation, de la place aussi des parents et du rapport parent-enfant. C'est vraiment des sujets qui sous-tendent votre réflexion, qui vous tiennent à cœur, parce que vous en parlez régulièrement. Ah oui, c'est important pour moi, l'éducation, parce que déjà, j'ai 3 enfants, et donc maintenant, voilà, je suis devenu parent d'élèves, et d'ailleurs, mes enfants, vraiment, ils sont pas comme moi. C'est-à-dire parce que eux, en fait, je les trouve hyper concentrés. Quand ils ont du temps libre, bon, et bien sûr, ils vont dehors, mais ils lisent, tu vois. Et franchement, je trouve qu'on a fait du bon boulot avec leur mère. Et pour l'instant, j'ai la chance que ça se passe bien. Quand ils sont dans des classes et tout, ils participent, ils sont bien, ils ont des bonnes notes et tout. Alors que moi, j'ai
j'étais plutôt comment dire un élève ouais, j'étais pas comme eux quoi. Voilà. C'était plutôt foot et rap quoi. Ouais, voilà, j'étais pas comme eux. Et donc oui, bien sûr, l'éducation, ça fait partie de mes priorités. Voilà, l'éducation nationale, le rapport avec les élèves, les profs. Oui, ça me passionne vraiment. Et puis avec du recul, je vois en fait, maintenant que je suis parent, comment les professeurs, les maîtres sont des héros en fait. Quand nous on était à l'école, on voyait pas ça, on disait mais qu'est-ce qui nous fait chier celui-là, oh là là, j'ai pas envie. Mais là maintenant que j'ai des enfants, je vois que les mecs sont des héros, et surtout avec le confinement où ils envoyaient les devoirs par internet, ils discutaient avec les élèves et tout. Je dis mais ces gars-là, mais ce sont des héros modernes. Et tout en ayant quand même un discours assez critique sur l'éducation nationale, sûr, parce bien que c'est ce que vous dites souvent dans plusieurs interviews. Tout ce que vous avez appris, notamment de l'histoire des Noirs français, c'est pas à l'école que vous l'avez apprise, par exemple. Non, ça c'est pas à l'école que j'ai appris tout ça. Ça fait partie des lacunes de l'éducation nationale, et je pense que ça fait même partie des lacunes de notre pays. C'est-à-dire que comme on n'est pas au courant de notre histoire commune, et ben du coup il y a des gens qui se demandent qu'est-ce qu'on fout là. Ben moi, par exemple, mon père, il est né en Côte d'Ivoire en 1949. Ben, il est né français, en fait. C'est-à-dire, parce qu'en 1949, la Côte d'Ivoire était une colonie française. Donc, quand mon père, il débarque en France dans les années 70, en fait, c'est comme un Breton qui vient à Paris. Pour lui, c'est normal. Mais sauf que ça, les gens qui sont sur la métropole, ils s'en rendent pas compte. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je trouve que c'est une lacune qu'on a tous, en fait. Je pense que bien apprendre l'histoire de France sous tous ses aspects, en insistant sur la colonisation, en insistant aussi sur l'esclavage, et en insistant sur ce qui fait qu'aujourd'hui on est tous ensemble, bah, ça ferait du bien à la société, et puis on aurait moins d'émissions... à la con. Ouais, voilà. Vous pouvez le dire. Hein. Ouais, on aurait moins d'émissions calamiteuses, on va dire. On parlait de votre papa, on va l'écouter, votre papa, parce qu'il a participé à votre film Tout simplement Noir. Oui, oui. De toute façon, tu sais, papa, même Louis de Funès, il a galéré. Hein. Louis de Funès, au début, il était en chien avec sa meuf et tout. Ils étaient grave en galère. Et au bout d'un moment, tac, ça l'a fait. Bon, j'espère que je ne vais pas percer à 60 ans. Mais je pense qu'à un moment donné, ça va le faire. Je le sens, vraiment. Mais les Blancs, même, ils n'y arrivent pas. Donc, toi, une tête de noire, je ne pense pas que tu puisses y arriver. Je suis pessimiste. Et moi, je pense que je vais y arriver. D'accord, c'est bien. Mais en tout cas, je suis inquiet pour toi. Il est émouvant cet extrait quand on l'écoute comme ça, un peu hors contexte, non? Ouais, un peu, mais en plus, surtout que c'est une vraie discussion que j'ai eue avec lui. Mais mon père, il me fait rire un peu parce que lui, tout seul, c'est un paradoxe. Il a vraiment l'accent ivoirien parce que c'est un vrai mec du bled et tout, mais en même temps, sur son accent ivoirien, il a un petit accent normand. Et donc, à chaque fois, on l'entend parler avec mes sœurs, avec mes frères et tout, et il nous fait rire, quoi, vraiment. Lui, il représente l'histoire de France à lui tout seul. Et vous n'avez pas attendu 60 ans pour percer, 40 ans, 40. pour avoir un César du meilleur espoir masculin. Je me suis dit, mais il n'y a pas de date de péremption en fait. Non. Bah, après, je me dis l'espoir, c'est-à-dire qu'on met peut-être de l'espoir sur moi. Peut-être que le cinéma met de l'espoir sur moi et qu'ils espèrent que je devienne quelqu'un d'important dans le cinéma français. Moi, je le prends comme ça. Il y a un collectif de chercheurs qui vient de remettre à Emmanuel Macron une liste de personnalités noires dont les noms pourraient être attribués à des rues, des avenues, des places. J'aimerais qu'on écoute un extrait de votre discours justement lors de la cérémonie des Césars. D'accord. Moi, ce que j'ai envie de dire, ça va être très intelligent. J'ai envie de dire, comme mon ami Dany Laferrière, il faut faire confiance au temps et il faut voir le temps en temps long. Et donc pour ça, je remercie tous ceux qui ont ouvert la brèche avant moi. J'ai envie de remercier Eusanne Palsy, Isaac de Bancolé, Omar Sy, Maïmouna Doucouré, Déborah Lokumwena, Alice Diop, Zita Enro, le bon vieux colonel Lajli et Fatia Youssouf. Ça me fait plaisir de parler sans John, sinon il aurait gâché. Alors, j'ai envie de dire aussi que le film Tout simplement Noir, avant tout, parle d'humanité. Et on a voulu mettre de la complexité là où les simplificateurs viennent foutre leur bazar. Et donc, quand on parle d'humanité, on est en droit de se poser la question si l'humanité de certaines personnes n'est pas souvent remise en cause, ou si souvent elle compte. Dans cette optique, j'ai envie de parler de Adama Traoré, j'ai envie de parler de Michel Zecler,
Et c'est pas fini. J'ai aussi envie de dire qu'on peut se demander si notre humanité compte lorsqu'on voit que l'esclavage a été retenu comme crime contre l'humanité en 2001 et qu'aujourd'hui, sur l'espace public, certaines personnes qui ont activement participé au crime contre l'humanité sont glorifiées par des statuts. Vous déboulonnez qui pour mettre qui à la place, Jean-Pascal Zadi? Moi, je suis dans une optique de, comment on va dire, de fédérer. Alors, on a bien compris qu'il n'y aura pas de statuts qui seront déboulonnés, mais je pense que si on ne veut pas déboulonner de statuts, il faut en rajouter d'autres. Ouais. Et puis, il faut aussi noter que si on a des statuts dans l'espace public qui sont impliqués dans des choses, ce serait bien qu'on explique à tout le monde, en fait. Parce que moi, j'ai des enfants, je vis à Paris, et en marchant dans la rue, il m'arrive de tomber sur des noms de rues ou sur des statuts de personnages qui ont aussi un passé complexe. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que la lumière soit faite sur tous ces sujets-là, et que ce soit pas normal que moi, je sois obligé de faire mes propres recherches à moi tout seul pour découvrir des choses. Donc j'aimerais bien qu'en tant que pays, en tant que république, on parle ensemble des choses qu'on a en commun, qu'elles soient douloureuses ou qu'elles soient joyeuses. Quand il y a la Coupe du Monde, tout le monde a un drapeau français, donc on fait tous partie du même pays, mais il faut qu'on essaye de parler de notre histoire ensemble, quoi. Même les points douloureux, qu'on en parle tous ensemble. Et qu'on donne des noms de rues, de places qui ne sont pas encore baptisées à des gens de couleur noire, des noirs. Mais pas que noirs, même des asiatiques, même des arabes, des féministes. Ce qu'on veut, c'est que ce soit plus ouvert. Ce qu'on veut, c'est que ce soit plus ouvert et que ce soit à l'image de la société française. Je me permets de citer la fin de votre discours, puisque vous citiez Frantz Fanon, qui dit « Chaque génération doit trouver sa mission, l'accomplir ou la trahir ». C'est une très belle phrase. Il pourrait avoir une place, Frantz Fanon, ou une statue ou une rue, qu'importe. Jean-Pascal Zadi, vous avez débuté, vous aviez un BTS commercial. Vous n'étiez pas du tout... on vous imaginait pas encore là. J'ai le niveau. Ah, vous avez le niveau BTS. Je l'ai même pas eu. Est-ce que c'est vrai que vous avez travaillé, parce que si c'est vrai, ça me fait beaucoup rire. Est-ce que c'est vrai que vous avez travaillé pendant 1 an chez Benetton ensuite? Oui, c'est vrai. Quand même, la marque qui prône toutes les différences avec une campagne de pub, vous vous en souvenez, où il y avait plein de gens de couleurs différentes. J'ai travaillé, j'étais vendeur à Opéra, à Benetton Opéra, et j'avais des amis que j'ai encore, Sylvine, Jonathan, Edem, Son. Et donc oui, j'ai travaillé, c'était mon seul boulot, je crois d'ailleurs. Ça fait partie des premiers boulots que j'ai eu. Ah, c'est marrant que vous disiez mon seul boulot, parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas de boulot aujourd'hui en fait. Ouais, non, on a quand même une chance, c'est que c'est quand même ma passion. Donc oui, c'est un travail, je suis d'accord, mais c'est avant tout une passion. Donc je fais partie de ceux qui ont la chance de vivre de leur passion. Et le cours Florent, c'était après cette histoire-là? C'était après, oui, mais c'était pas le cours Florent, c'était le cours Simon. Cours Simon, pardon. Oui, je me suis barré au bout de 2 semaines quand on m'a dit que je pouvais pas avoir le rôle de Louis XIV. Pourquoi on ne pouvait pas avoir le c'est le professeur, il faut lui demander. Et je voulais faire ce rôle-là, il m'a dit non, mais ce ne sera pas crédible. J'ai dit sérieux dans ma tête, je ne suis plus jamais revenu. Et vous n'êtes plus revenu. Ouais. Est-ce que vous avez vécu d'autres séances de casting humiliantes, comme on dit? En fait, moi, j'ai pas... ma carrière d'acteur, elle est très éclair. J'ai pas forcément fait beaucoup de casting. J'en ai fait 1 ou 2. Parce que moi, je me prenais pas pour un acteur. Tu vois, moi, je vivais ma vie tranquillement. Je réalisais des trucs. Je jouais dedans parce qu'il fallait jouer dedans. Personne. C'est moi qui écrivais. Donc voilà, je jouais dedans. Et je me prenais pas spécifiquement pour un acteur. Mais j'ai eu, 1 ou 2 castings qui m'ont quand même bien montré la complexité de ce boulot-là. J'ai passé un casting notamment de dealer un jour pour un film. Bon, ça, c'est banal, je dirais. Et on m'avait demandé de faire le méchant, d'être méchant. Et j'avais donné le maximum. La directrice de casting m'a dit non, mais t'es pas crédible en méchant, t'es pas assez méchant et tout. Mais ils vous ont pas donné un autre rôle pour autant? Non, pas du tout. Dans le film, à mon avis, le noir qu'il voulait prendre, fallait qu'il soit dealer. Il n'y avait pas d'autre rôle. Voilà. Mais est-ce que, pardon pour la question un peu brute, mais est-ce que vous vous êtes dit ma couleur de peau va m'empêcher de réussir, me condamne à envisager un autre métier? Non, jamais. Jamais? Jamais. J'aurais pu maintes fois. Il y avait tout qui me disait ça, mais jamais je me suis posé la question. Il y avait quand même des... Oui, évidemment, il y a plein de choses qui m'ont prouvé que non mec, laisse tomber, c'est pas pour toi. Notamment d'ailleurs sur Tout simplement noir, où j'avais montré le scénario à une boîte de production qui avait bien aimé le scénario, mais la réponse a été de dire que j'avais pas le profil de réalisateur-acteur. Donc ça, c'est la critique qui m'a fait le plus mal. Et ils doivent rire quand même aujourd'hui. Il se reconnaîtra. Et ça m'a fait mal parce que du coup,
pas le profil du réalisateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un profil pour être réalisateur. Et dans les profils, dans les critères, moi, j'en fais pas partie. Donc là, en me disant ça, le mec a remis toute ma vie en question sans s'en rendre compte. Lui, il a continué sa journée, tranquille. Mais il a C'est hyper violent. Donc c'est hyper violent. Et ça, ce truc-là, j'ai eu plein de trucs. Ouais, c'est nul, ça sert à rien, nanana. Ça, je m'en fous. Mais le fait qu'on dise, t'as pas le profil du réalisateur, le soir, j'ai pas dormi, quoi. C'est-à-dire qu'on t'écarte. Je préfère qu'on me dise c'est nul, c'est pas intéressant, qu'on me remette toute ma vie, tous mes choix en question en disant frérot, c'est pas pour toi, laisse tomber. Et alors, pardon pour la deuxième question un peu brute de décoffrage Pas de aussi. problème. À quel moment vous comprenez que vous êtes noir? Oh, tout petit. Tout petit? Ah oui, tout petit, je comprends. Ouais. En maternelle, d'ailleurs, j'ai un souvenir bien précis. Quand j'arrive en Normandie, à l'école, il y avait... avant de rentrer dans la classe, il fallait se donner la main. En fait, et personne voulait me donner la main à chaque fois. J'étais tout le temps à la fin, personne voulait me donner la main. Et un jour, il y a une petite fille qui était derrière avec moi, elle voulait quand même pas me donner la main. Et je lui ai dit et tout, mais pourquoi tu veux pas me donner la main? Elle m'a dit, mais parce que t'es noir. Et je lui ai tendu la paume de ma main, je lui ai dit, mais là c'est blanc, tu peux toucher là. Et elle m'a pas donné la main quand même. Et vous en gardez quoi comme souvenir? Maintenant, vous le racontez un peu avec le sourire, mais j'imagine à hauteur d'enfant, ça doit être extrêmement violent aussi. Oui, mais ça, tu racontes pas à tes parents. Ouais. Ça, quand tu vis ça, et puis mes parents étaient tellement contents d'être en Normandie, d'avoir un foyer avec leurs enfants et tout. Donc, tout ça, tu le gardes pour toi. Ouais. Tu vois, tout ça, je l'ai gardé pour moi. Je l'ai jamais dit à personne. Je le disais pas à mes parents. Ils étaient tellement heureux qu'on arrive là, tu vois. Donc, moi, je subissais ça souvent à l'école primaire et jusqu'à un certain âge. Après, je n'avais plus rien à foutre. Et ce qui m'a libéré un peu, c'est le rap. C'est vrai? Ouais, le fait de voir des rappeurs qui sont là, qui sont contents d'être noirs, qui sont contents d'être pauvres, qui assument tout et tout. Le rap, ça m'a vraiment sauvé de tout. Tout. Vous avez eu votre groupe? Oui, bien sûr, comme tout mec de la rue qui se respecte, j'avais mon groupe. On a fait voilà, nos petits échecs, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, ça a été une formation... on va dire pour ma personnalité, pour ma manière de voir la vie, même professionnellement, c'est grâce au rap que je suis venu au métier de l'image, parce qu'aucun conseiller à l'école, là, je sais pas qu'on appelle ça. Les conseillers en orientation. Les conseillers d'orientation m'avaient dit que je pouvais faire ça. J'ai eu une rencontre quand même qui m'a fait chaud au cœur à l'école, au lycée. C'était Élise Lucet, qui était venue dans mon lycée à Caen, et je te jure, ouais, elle était venue, et c'est vrai que ça m'a marqué parce que le fait que Élise Lucet, qui présente le journal de France 3 à la télé, vienne dans mon lycée vraiment à Caen, qui était dans un coin perdu, ça m'a vraiment marqué parce que je me suis dit, mais elle est là, elle existe en fait, elle. Donc ça a été le début du cheminement de me dire, mais ouais, si elle a réussi, ouais, peut-être que... Et puis en plus, elle s'intéresse à nous, nanana, ça m'avait vraiment marqué ce truc. Parmi vos références et vos référents, il y a des rappeurs, mais il y a aussi Belmondo. Oui, bien sûr. Et puis un autre homme, celui-là. Vous avez vu, Salomon, ils ont des voitures maintenant. Ils ont des Rolls blanches, les noirs. En tout cas, c'est pas à monsieur que ça risquerait d'arriver. Quoi donc? Que mademoiselle épouse un noir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que monsieur est peut-être un peu raciste. Raciste? Moi, raciste? Salomon, raciste? Enfin, Dieu merci, Antoinette épouse un Français bien blanc. Bien blanc. Il est même un peu palo, tu trouvez pas? Avec ce petit bouton. Et son cheveu sur la langue. Il a un cheveu, mais il est riche. Riche comme moi, et catholique comme tout le monde. Pas comme tout le monde, monsieur. Parce que moi, par exemple, je suis juif. Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Oh! Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin. Mais il n'est pas juif. Bah si. Mais pas de votre famille. Si. Tout ça fait rien, je vous garde quand même. Les aventures de Rabbi Jacob avec Louis de Funès, évidemment. Alors, je vais pas vous faire le coup, Jean-Pascal Zadi, de est-ce qu'on peut rire de tout, est-ce que c'était mieux avant, tout ça, on s'en fout. Mais moi, j'ai trouvé que vous étiez quand même le digne héritier de toutes ces comédies. C'est-à-dire que vous ne vous interdisez rien tant que c'est drôle. Oui. C'est ça? Ah oui, bah oui, tant que c'est drôle et tant que c'est contre personne surtout. C'est-à-dire que je pense que quand on fait les choses contre personne, du coup, on peut faire tout ce qu'on veut. Parce qu'on voit bien que dans la scène, que par exemple là, Louis de Funès, il n'est pas antisémite. On voit bien que c'est quelqu'un qui se moque de ça. Et donc, du coup, voilà, j'ai l'impression que les choses sont faites contre personne, mais pour tout le monde, du coup, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais tout, d'ailleurs, avec Tout simplement Noir, on l'a approuvé avec Bien John. sûr. Parce que le film est contre personne. Donc, du coup, on peut aller où on veut. C'est quand il y a quelque chose de... Quand on sent que quelqu'un veut régler des comptes et tout, c'est là qu'on voit qu'il y a un problème.
Est-ce que vous avez fait regarder les films de Louis de Funès à vos 3 enfants? Bah oui. Mais surtout celui-là, déjà, ils adorent, oui. Mes enfants aiment beaucoup les nanars. Ça, c'est un gros problème. Mais non, c'est très bien. Mes enfants, ils me font regarder des films, je vais pas dire de nom parce que ça se fait pas, mais mes enfants, je comprends pas. Ils aiment bien Jean-Paul Belmondo, ils adorent tous les Louis de Funès. Dès qu'il y a Louis de Funès, on regarde ensemble, voilà, les trucs. Mais ils adorent les nanars, je comprends pas. Pardon, ils ont vu ils ont vu tout simplement Noir et la série? Ils aiment bien la série et mon fils Amilcar qui a joué dans Tout Simplement Noir, il aime pas Tout Simplement Noir. C'est vrai? Ouais, il trouve pas ça drôle. Il trouve pas ça drôle, il comprend pas pourquoi les gens me parlent dans la rue, tout ça et tout. Peut-être qu'il comprendra quand il sera grand, mais là pour l'instant il trouve pas ça drôle. Alors est-ce qu'ils ont regardé les Césars ou ils ont regardé Koh-Lanta? Alors ils ont regardé les Césars. Et après, quand j'ai eu le prix, tout ça, ils sont passés à Koh-Lanta. Ils m'ont dit, papa, on va pas regarder. Ils ont zappé. Est-ce que vous leur faites écouter cet autre homme pour lequel vous avez beaucoup d'admiration? On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu pour voir le défilé. Extrait que j'ai choisi évidemment au hasard. Oui. Boris Vian. Oui. C'est qui Boris Vian pour vous? C'est un blanc avec une âme de noir en lui? Pas du tout, c'est un être humain qui est extraordinaire. C'était un artiste et ce que j'aime chez lui, c'est qu'il était vraiment ouvert, quoi. Il faisait de la musique, il écrivait, il faisait des scénarios, il a même joué. Donc du coup, je me reconnais beaucoup en lui et ce que j'aime chez lui, c'est vraiment le côté subversif aussi du gars. Il faut pas oublier que J'irai cracher sur vos tombes, voilà, il a été condamné pour ce livre et tout, à cause des mœurs, des bonnes mœurs, je sais pas quoi là. Donc ce que j'aime, c'est son côté défiant et son côté libre, quoi. C'est ça qui me plaît chez lui. Alors avant qu'on se quitte, mais comment tu sais ça? C'est ça que je comprends pas. Parce que je travaille un tout petit peu. Ah ouais, d'accord. Ça se voit pas trop. Okay. Avant qu'on se quitte, Jean-Pascal Zadi, je vais quand même éclaircir quelques points, mais très rapidement. J'ai une immense admiration pour vous. J'espère que vous l'avez compris depuis le début de cette conversation, pour l'ensemble de votre œuvre, et parce que vous êtes capable d'utiliser une expression, mon expression favorite, ça va chier des bulles. Ah oui. Qui vous a expliqué qui vous a donné cette expression? Je croyais que c'était une exclusivité de ma mère, en fait. Non, mais moi je viens de Normandie. Et on dit ça en Normandie? Bien sûr, on dit ça va chier des bulles. Donc du coup, c'est un truc que j'ai entendu toute ma vie, ça va chier des bulles. Bah oui, donc du coup, ouais, chez moi, c'est normal. Alors, est-ce que ça va chier des bulles dans les prochaines semaines, à part trouver une place pour le César, à moins que vous l'ayez donné à votre maman, parce que je crois que vous aviez... Je l'ai pas encore. Et ma fille qui a 11 ans, elle est venue me voir avec le César, elle m'a dit... T'es sûr que tu veux le donner à mamie? Oh la pauvre. Et je pense que je vais lui donner, ouais. Comment elle vous appelait, votre maman, quand vous étiez petit? Non mais c'est incroyable ça. Non mais comment ça? Comment elle m'appelait? Vous aviez pas un petit nom? Mais j'en ai plein, mais comment, ouais. Mais un qui est pas très sympa quand même. Comme quoi? Cro-Magnon? Oui, c'est vrai. Pourquoi elle vous appelait comme ça? Non, parce que ma mère, elle est hyper marrante. C'est une dame vraiment qui est très, 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 très marrante. Et puis quand elle me disait Cro-Magnon, c'était pour se moquer un peu de moi. Elle me disait espèce de Cro-Magnon. Ouais, j'avoue. Ouais. Elle vous appelle encore comme ça aujourd'hui? Non, c'est fini ça. Non, ça c'était quand on était petits. Des fois, elle m'insultait comme ça. Non, elle m'appelle. Ah non, je veux pas dire. Si, dites-le. Non, je veux pas dire. Non, elle m'appelle. Déjà, c'est la seule qui m'appelle Jean-Pascal. Ah bon? Dans la vie de tous les jours, tout le monde m'appelle JP. Ah, je vous ai appelé Jean-Pascal depuis le début, vous avez remarqué. Mais bon, je veux dire, en interview, on m'appelle Jean-Pascal, mais dans la vie privée, personne m'appelle Jean-Pascal. Ça veut dire que si je vous croise dans la rue et que je vous appelle Jean-Pascal, vous retournez pas? Ah oui, non, si quelqu'un me dit Jean-Pascal, j'ai l'impression qu'il y a ma mère. Quand je suis dans la rue et que j'entends Jean-Pascal, j'ai l'impression qu'il y a ma mère, en fait. Parce que tout le monde me dit JP. Tout le monde. Est-ce que vous êtes mis en tête de détrôner Omar Sy dans le classement préféré des Français? Pas du tout, et je pense que c'est très mal parti avec ce discours. C'est ça? Non, je pense que Omar Sy, lui, c'est à part, c'est vraiment une vraie star. Lui, c'est une star de chez Star, c'est-à-dire, lui, c'est la star. Tu vas t'expliquer. Tu sais, quand on a tourné Tout Simplement Noir, oui. Il y avait parfois, voilà, entre chaque scène, pour des mises en place de lumière et tout, il y avait des breaks et Omar Sy il n'était pas dans sa loge, il voulait pas aller dans sa loge vu qu'il est Omar Sy, qu'il est super sympa, qu'il est beau gosse et que compagnie, il restait à côté de nous et je te promets, mais quand il était à côté de nous il y avait genre, je sais pas, 100 personnes qui autour de lui, genre on était dépassés. J'étais même obligé de dire aux gens c'est moi l'acteur principal du film et tout. Donc Omar, à mon avis, il est très bien là où il est, dans le citoyen préféré des Français, et moi je pourrais jamais être là-bas, jamais.
Alors, une dernière question. Vous nous confirmez que vous préparez une saison 3 de Craignos parce que vous nous avez laissé quand même au bout des 9 épisodes un peu comme des âmes en peine. Oui, je pense que oui, il y aura une saison 3 et on va l'appeler Archie Craignos. C'est vrai ? Ouais. Ah bah voilà, premier scoop pour Seriland. Archie Craignos, on attend ça. Merci infiniment Jean-Pascal Zadi. J'espère vous revoir très vite avec un Oscar. Je vois pas pourquoi. Comme ça, Omar Sy fera la gueule. Craignos et carrément Craignos sont disponibles gratuitement sur France.tv et c'est un coup de cœur Seriland.